Quand une fillette en robe jaune entre seule au siège d'une multinationale et dit « Je viens passer l'entretien de ma maman », personne n'imagine ce qui est sur le point d'arriver. Ce qui semble un geste innocent révélera une vérité cachée et obligera un homme puissant à affronter tout ce qu'il a feint d'ignorer pendant des années. Parti. L'ascenseur de l'immeuble le plus imposant de la Défense montait lentement vers le 35e étage. Chaque numéro qui s'allumait sur le panneau numérique semblait marquer le tempo des battements accélérés du cœur d'une petite visiteuse très spéciale. Manon Dubois n'avait que 8 ans, mais elle portait sur ses minuscules épaules une responsabilité qui ferait trembler n'importe quel adulte. Sa robe jaune, soigneusement repassée par ses propres mains la veille, contrastait dramatiquement avec l'ambiance froide et corporative qui l'entourait. Dans ses bras, une pochette en cuir usé qui semblait plus grande qu'elle-même contenait des documents qui changeraient à jamais la vie de nombreuses personnes. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, le brouhaha de la réception s'arrêta comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton de pause de la télécommande de la vie. Les employés, habitués à ne voir que des cadres en costumes impeccables et des visiteurs importants, ne savaient pas comment réagir face à cette minuscule silhouette qui marchait avec une détermination défiant son âge. « Excusez-moi, mademoiselle », dit Manon à la réceptionniste, montant sur une chaise pour pouvoir atteindre le comptoir. « Je viens passer l'entretien d'embauche de ma maman. » Marie, la réceptionniste qui travaillait depuis 15 ans dans l'immeuble, cligna des yeux plusieurs fois avant de pouvoir articuler un mot. « Comment dis-tu, petite ? Ma maman, Sophie Martin, avait un entretien aujourd'hui à 10 heures du matin pour le poste de superviseur des ressources humaines. Mais elle est à l'hôpital et ne peut pas venir, alors je suis venu à sa place. » Le naturel avec lequel Manon prononça ces mots fit que plusieurs employés s'approchèrent discrètement. Il était impossible de ne pas être captivé par cet enfant qui parlait avec le sérieux d'un adulte, mais conservait la douceur innocente de son âge. À ce moment précis, l'ascenseur exécutif s'ouvrit et en émergea Antoine Bernard, 42 ans, PDG du groupe Laurent, l'une des corporations les plus puissantes de France. Avec son mètre 85, ses cheveux parfaitement coiffés, ses yeux bleus qui intimidaient lors des réunions du conseil d'administration et un costume qui coûtait plus que le salaire mensuel de nombreux Français, Antoine était la définition vivante du succès entrepreneurial. Mais à ce moment, en voyant la scène qui se déroulait à la réception, quelque chose en lui remua d'une manière qu'il n'avait pas expérimentée depuis des années. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il de sa voix autoritaire, bien que sans la dureté habituelle. Manon se tourna vers lui avec ses grands yeux expressifs qui semblaient garder des secrets trop profonds pour quelqu'un de son âge. « Êtes-vous le chef ? J'ai besoin de vous parler de ma maman. » Antoine sentit comme si quelqu'un lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. En 15 ans à diriger des entreprises, il avait affronté des crises financières, une concurrence impitoyable et des négociations de millions d'euros, mais il ne s'était jamais senti aussi désarmé qu'à ce moment, face à une fillette de 8 ans qui le regardait avec un mélange d'espoir et de détermination. « Marie, emmène-la dans mon bureau », ordonna-t-il, surprenant toutes les personnes présentes, y compris lui-même. En marchant dans les couloirs de marbre vers le bureau principal, Manon observait tout avec curiosité, mais sans se laisser intimider. Ses petites chaussures résonnaient contre le sol poli, créant un écho qui semblait annoncer que quelque chose d'important était sur le point de se produire. « Comment t'appelles-tu » lui demanda Antoine en entrant dans son impressionnant bureau avec vue panoramique sur la ville. « Manon Dubois Martin. Ma maman dit qu'il faut toujours donner son nom complet quand c'est important. Et c'est très important, monsieur. Bernard. Antoine Bernard. » Il s'assit derrière son bureau en acajou, mais quelque chose dans la présence de l'enfant le fit se lever de nouveau et s'asseoir dans l'un des fauteuils de l'espace de réunions informelles. « Viens, assieds-toi ici avec moi. » Manon s'installa dans le fauteuil, posant la pochette sur la table en verre avec le soin de celui qui manipule quelque chose de très précieux. « Ma maman est très malade. Les docteurs disent que c'est à cause du stress, et parce qu'elle travaille trop. Elle cherche du travail depuis longtemps, mais personne ne l'embauche. Et pourquoi penses-tu que ta maman est la bonne personne pour travailler ici ?» La question d'Antoine était sincère. Dans son monde, il était habitué à ce que des adultes viennent lui demander des faveurs, lui proposer des affaires douteuses, ou essayer de l'impressionner avec des réalisations exagérées. Mais l'honnêteté directe de Manon était quelque chose de complètement nouveau. « Parce que c'est la personne la plus intelligente que je connaisse », répondit Manon sans hésiter, « et parce qu'elle aide tout le monde. Dans notre immeuble, toutes les dames lui demandent conseil quand elles ont des problèmes au travail. Elle leur apprend à écrire des lettres, à se préparer pour les entretiens et trouve toujours des solutions. » Antoine se pencha en avant, intrigué. « Et comment sais-tu tout cela ?»
Parce que je l'aide. Je lui lis les lettres qu'elle écrit, je lui dis quand elles sont jolies et quand elles sont trop sérieuses. Je l'aide aussi à pratiquer les entretiens. Je pose les questions difficiles. Un sourire involontaire traversa le visage d'Antoine. Des questions difficiles comme lesquelles? Manon redevint sérieuse. Comme pourquoi une entreprise devrait embaucher une mère célibataire alors qu'elle peut embaucher quelqu'un sans enfant qui peut rester tard tous les jours. La réponse laissa Antoine complètement sans voix. La fillette avait mis le doigt sur une plaie qu'il ne savait même pas qu'il avait. Dans les politiques non écrites de son entreprise, il existait effectivement une préférence pour les employés, sans complications familiales. Et que répond ta maman à cette question? Elle dit que les mères célibataires sont les meilleurs employés du monde, parce qu'elles savent organiser leur temps, résoudre rapidement les problèmes et travailler sous pression. Et que si une entreprise ne comprend pas ça, alors ce n'est pas une entreprise très intelligente. Antoine regarda Manon pendant plusieurs secondes. En ces quelques mots, la fillette avait remis en question tout un système de recrutement qu'il avait construit et défendu pendant des années. Manon, pourrais-tu me montrer ce que tu as dans cette pochette? Avec la solennité de celui qui présente une preuve cruciale lors d'un procès, Manon ouvrit la pochette et commença à en sortir des documents soigneusement organisés. Ce sont les certificats d'études de ma maman. Elle a obtenu son diplôme avec mention à l'université. Ce sont les cours qu'elle a suivis pour continuer à apprendre. Et ce sont les lettres de recommandation de ses emplois précédents. Chaque document que Manon plaçait sur la table était une révélation pour Antoine. Sophie Martin n'était pas seulement qualifiée pour le poste, elle semblait surqualifiée. Ses études en psychologie organisationnelle, ses spécialisations en gestion des ressources humaines et les recommandations élogieuses de ses employeurs précédents dressèrent le portrait d'une professionnelle exceptionnelle. Manon, pourquoi penses-tu que ta maman n'a pas trouvé de travail si elle a toutes ces qualifications? La fillette le regarda avec ses yeux qui semblaient en voir trop pour son âge. Parce que quand les entreprises savent qu'elle a une fille, elles ne la veulent plus. Au début, elles ne comprennent pas qu'elle a une enfant, mais quand elles le découvrent, il se passe toujours quelque chose. L'entretien est annulé, ou on lui dit qu'on cherche quelqu'un avec plus d'expérience, ou que le poste est déjà pourvu. Antoine sentit un nœud dans l'estomac. Était-il possible que son entreprise participe à cette discrimination systématique? Combien de femmes talentueuses avaient été rejetées pour des raisons n'ayant rien à voir avec leur capacité professionnelle? Et toi, qu'en penses-tu, Manon? Je pense que c'est très bête. Ma maman travaille plus dur que quiconque parce qu'elle doit prendre soin de moi. Et cela ne la rend pas moins bonne dans son travail, ça la rend meilleure. Parce que quand on doit prendre soin de quelqu'un qu'on aime, on apprend à tout faire parfaitement. À ce moment, Antoine ressentit quelque chose qu'il n'avait pas senti depuis des années, une véritable crise de conscience. Cette fillette de 8 ans avait réussi en 15 minutes, ce que des années de consultants et d'experts n'avaient pas réussi, le faire remettre en question les fondements éthiques de ses décisions commerciales. Il se leva et marcha vers la fenêtre, contemplant la vue de la ville depuis laquelle il avait construit son empire. De cette hauteur, les gens semblaient des fourmis, insignifiantes dans l'immensité urbaine. Mais Manon lui avait rappelé que chacune de ces fourmis avait une histoire, une famille, des rêves et des besoins réels. « Manon, où est ta maman exactement ?»« À l'hôpital général de Paris. On l'a amenée hier en ambulance parce qu'elle s'est évanouie à la maison. Les docteurs disent que c'est à cause du stress et parce qu'elle ne mange pas bien. On a très peu mangé parce que l'argent ne suffit pas. » Antoine se retourna brusquement. « Ne pas manger bien? Vous... Ne vous inquiétez pas, monsieur Bernard. Ma maman s'assure toujours que je mange. C'est elle qui saute parfois des repas. Elle dit que les adultes peuvent tenir plus longtemps sans manger que les enfants. » L'impact de ces mots fut comme un coup de poing dans la poitrine pour Antoine. Alors qu'il se plaignait si le traiteur de ses réunions n'incluait pas de saumon importé, cette femme sautait des repas pour s'assurer que sa fille ait quelque chose à manger. « Manon, je vais faire quelque chose que je ne fais normalement pas. Je vais aller avec toi à l'hôpital pour rencontrer ta maman. » Les yeux de Manon s'illuminèrent d'une joie qui brisa le cœur d'Antoine. « Vraiment? Vous allez donner du travail à ma maman? Je vais lui parler. Je ne peux rien te promettre de plus. » Manon se leva du fauteuil et, à la surprise totale d'Antoine, courut vers lui et l'étreignit par la taille. « Merci, monsieur Bernard. Ma maman va être très contente. » Antoine resta immobile un instant, ne sachant comment réagir à cette étreinte spontanée. Cela faisait si longtemps que personne ne l'avait étreint sans arrière-pensée, sans rien attendre en retour, avec une pure gratitude et affection. « Allons-y, dit-il finalement, sa voix un peu plus douce que d'habitude. Mon chauffeur nous emmènera à l'hôpital. » En descendant dans l'ascenseur exécutif, Antoine ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont une fillette de 8 ans avait réussi en une matinée ce que des années de thérapie exécutive n'avaient pas réussi, lui rappeler qu'il était humain. « As-tu déjà rencontré quelqu'un qui a changé ta vie en une seule rencontre ?»
Raconte-nous ton expérience dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner pour suivre cette histoire qui ne fait que commencer. Que penses-tu qu'il se passera quand Antoine rencontrera la maman de Manon? Partie 2. La Mercedes-Benz noire glissait dans les rues de Paris pendant que Manon regardait, fascinée, par la fenêtre. C'était la première fois qu'elle voyageait dans une voiture aussi luxueuse, mais son inquiétude pour sa mère éclipsait toute émotion liée à l'expérience. « Ça fait longtemps que ta maman cherche du travail ?» demanda Antoine, observant le profil concentré de la fillette. « Depuis qu'on a déménagé à Paris il y a environ 2 ans. Avant, on vivait à Lyon avec ma grand-mère, mais elle est morte et on a dû venir ici. Ma maman dit qu'à Paris, il y a plus d'opportunités, mais je crois qu'il y a aussi plus de gens qui ne comprennent pas. » « Qui ne comprennent pas quoi ?» Manon se tourna vers lui avec ce sérieux qui la caractérisait. « Que d'être maman n'est pas une maladie. Ma maman s'énerve beaucoup quand les gens parlent comme si avoir une fille c'était une mauvaise chose pour le travail. » Antoine sentit une piqûre de reconnaissance. Dans son monde des affaires, on parlait effectivement des complications familiales, comme des obstacles à la productivité. Il n'avait jamais remis en question cette perspective jusqu'à présent. L'hôpital général de Paris se dressait devant eux comme un témoignage de l'inégalité sociale qu'Antoine affrontait rarement directement. Le contraste entre l'élégance de sa voiture et la réalité crue du système de santé publique était impossible à ignorer. « Manon, avant d'entrer, dis-moi autre chose sur ta maman. Comment est-elle » Les yeux de Manon s'illuminèrent. « C'est la personne la plus courageuse du monde. Quand nous nous sommes retrouvés seuls, elle n'a pleuré qu'une nuit. Le lendemain, elle m'a dit qu'on allait construire une nouvelle vie ensemble et que ce serait mieux que la précédente. Et elle tient toujours ses promesses. Vous vous êtes retrouvés seuls? Qu'est-il arrivé à ton papa ?» L'expression de Manon s'attrista un peu. « Mon papa a décidé qu'il ne voulait pas être papa quand j'avais 5 ans. Un jour, il est juste parti et n'est jamais revenu. Ma maman dit que certaines personnes ne sont pas faites pour aimer et que ce n'est pas notre faute. » Antoine serra les poings involontairement. En tant qu'homme, il se sentit honteux de l'irresponsabilité de quelqu'un de son sexe. En tant qu'être humain, il se sentit indigné par l'abandon d'une enfant innocente. Ils entrèrent à l'hôpital et Antoine se sentit immédiatement déplacé. Les couloirs étaient remplis de personnes en attente. L'odeur de désinfectant était accablante et l'ambiance générale était d'anxiété et de préoccupation. Il était habitué aux hôpitaux privés où le service était immédiat et les commodités abondantes. « Chambre 237 » dit Manon le guidant dans les couloirs avec la familiarité de celui qui avait passé trop de temps dans des endroits comme celui-ci. Lorsqu'ils arrivèrent à la porte, Manon s'arrêta. « Monsieur Bernard, ma maman est très fière. Elle n'aime pas qu'on la voie faible, mais elle a besoin d'aide, même si elle ne l'admet pas. » Antoine hocha la tête, impressionné une fois de plus par la maturité émotionnelle de la fillette. Il frappa doucement à la porte avant d'entrer. Sophie Martin était assise sur le lit d'hôpital, arrangeant des papiers sur la table de chevet. En voyant Manon entrer suivie d'un homme inconnu, son expression changea immédiatement pour une vigilance protectrice. Antoine resta paralysé un instant. Sophie Martin était une femme belle d'une manière naturelle et authentique qui contrastait dramatiquement avec les femmes artificiellement parfaites de son cercle social. À 34 ans, bien que dans un lit d'hôpital et manifestement épuisée, elle irradiait une force intérieure immédiatement perceptible. Ses yeux bruns, profonds et intelligents l'évaluèrent en quelques secondes avec une précision qui lui donna l'impression d'être soumis à des rayons X. Ses cheveux châtains était attaché en une simple queue de cheval, et son visage, sans maquillage, montrait à la fois vulnérabilité et détermination. « Maman, je suis venue avec Monsieur Bernard de l'entreprise. Il voulait te rencontrer, » dit Manon en courant vers le lit. Sophie regarda Antoine avec un mélange de surprise, de méfiance et de ce qui ressemblait à de la mortification. « Manon, qu'as-tu fait ?»« J'ai été à ton entretien, maman. Je ne pouvais pas te laisser rater cette opportunité. » La couleur quitta le visage de Sophie, tandis que la réalité de la situation devenait claire. « Monsieur Bernard, je ne sais pas quoi dire. Ma fille n'aurait pas dû faire ça. Je comprends si cela affecte négativement toute considération pour... » « Madame Martin, » l'interrompit Antoine doucement. « Votre fille m'a donné le meilleur entretien que j'ai eu depuis des années. Puis-je m'asseoir ?» Sophie hocha la tête, toujours en train de digérer la situation. Antoine approcha une chaise du lit, réduisant consciemment la différence de hauteur pour rendre la conversation moins intimidante. « Tout d'abord, comment vous sentez-vous ? Manon m'a dit que vous êtes ici à cause du stress. » Les yeux de Sophie se remplirent de larmes qu'elle refusa de verser. « Je vais bien. J'avais juste besoin de me reposer un peu. Le docteur dit que je peux partir demain. »« Maman dit la vérité, » intervint Manon avec cette franchise déconcertante. « Les docteurs ont dit que tu vas très mal parce que tu ne manges pas et que tu travailles trop dans des emplois qui ne te paient pas bien. » Sophie ferma les yeux un instant, clairement gênée que sa situation soit exposée devant cet homme puissant.
Monsieur Bernard, je vous remercie d'être venu, mais je n'ai pas besoin de charité. Je suis venu à l'entretien parce que je sais que je peux faire du bon travail pour votre entreprise. La dignité inébranlable dans sa voix frappa Antoine plus profondément que n'importe quelle supplique n'aurait pu le faire. Madame Martin, je ne suis pas ici par charité. Je suis ici parce que votre fille m'a présenté des références impressionnantes et m'a posé des questions qu'aucun consultant en affaires n'a eu le courage de me poser. T'as quel genre de questions? Elle m'a demandé pourquoi une entreprise préférerait embaucher quelqu'un sans responsabilité familiale, alors que les mères célibataires sont, selon ses mots, les meilleurs employés du monde parce qu'elles savent organiser leur temps, résoudre rapidement les problèmes et travailler sous pression. Un petit sourire, mais sincère, traversa le visage de Sophie. Je lui ai bien appris. Je crains qu'elle ne m'ait mieux appris que ce à quoi je m'attendais. Manon m'a aussi fait réfléchir à certaines pratiques de recrutement qui pourraient avoir besoin d'être révisées. Sophie se redressa sur le lit, son instinct professionnel s'activant. À quoi faites-vous référence? Est-il vrai que vous avez été refusé pour des emplois après que les employeurs aient appris que vous êtes mère célibataire? La question directe prit Sophie par surprise. C'était la première fois que quelqu'un en position d'autorité lui posait cette question aussi ouvertement. Je ne peux pas prouver que c'est la raison, mais oui, il y a eu un schéma. Parlez-moi de ce schéma. Sophie regarda Manon, qui hocha la tête avec cette détermination qui semblait génétique dans leur famille. Généralement, tout se passe bien dans les premières étapes du processus. Mes qualifications sont solides, mes entretiens se passent bien. Mais quand le sujet de ma situation familiale surgit, soit parce qu'il pose directement la question, soit parce que je dois mentionner ma flexibilité d'horaire, le ton change. Comment change-t-il? Les questions se tournent vers mon engagement envers le travail, sur ce que je ferais si Manon tombe malade, sur le fait de savoir si j'ai des réseaux de soutien pour les urgences, sur ma disponibilité pour les voyages ou pour travailler tard. Ce sont des questions qu'il ne poserait jamais à un père célibataire. Antoine hocha la tête lentement. Il reconnaissait ces questions car il les avait lui-même approuvées dans de nombreux processus de recrutement. Et comment répondez-vous à ces questions? Avec honnêteté. Je leur dis que ma fille est ma priorité, mais que cela me rend plus efficace, pas moins. Que j'ai des systèmes d'organisation que beaucoup d'employés sans enfants n'ont pas. Que je travaille avec plus de détermination parce que j'ai plus en jeu. Et je suppose que ces réponses ne sont pas bien reçues. Sophie soupira. Il semble que l'honnêteté soit pénalisée quand il s'agit de mères célibataires. Si je mens sur ma situation, cela finit par se découvrir. Si je suis honnête dès le début, je passe rarement au tour suivant. Antoine resta silencieux pendant plusieurs instants, traitant l'information. Manon, qui avait écouté la conversation attentivement, s'approcha de lui. « Monsieur Bernard, allez-vous donner le travail à ma maman ?» La question directe de Manon mit Antoine dans une position inconfortable. Il n'était pas habitué à prendre des décisions sous pression émotionnelle et il n'était certainement pas habitué à ce qu'une fillette de 8 ans soit sa consultante en ressources humaines. « Manon, je ne peux pas prendre cette décision ici et maintenant, mais je peux promettre que ta maman aura une chance juste. » « Qu'est-ce que cela signifie, une chance juste ?» demanda Sophie, son ton professionnel, mais avec une pointe de scepticisme. « Cela signifie qu'elle aura l'entretien formel avec notre comité des ressources humaines et qu'elle sera évaluée exclusivement sur ses mérites professionnels. Monsieur Bernard, j'apprécie la considération, mais je ne veux pas de traitement spécial à cause des circonstances dramatiques de cette visite. » Antoine admira sa fermeté. Ce ne sera pas un traitement spécial, ce sera un traitement équitable, ce qui est apparemment quelque chose de différent dans notre industrie. Il se leva de la chaise et se dirigea vers la porte, mais Manon l'arrêta. « Monsieur Bernard, puis-je vous demander quelque chose? » « Bien sûr. Vous avez des enfants ?» La question le frappa comme un éclair. « Non, Manon, je n'ai pas d'enfants. »« Pourquoi pas ?»« Manon, intervint Sophie clairement gênée, tu ne peux pas poser des questions aussi personnelles. »« C'est bon, dit Antoine, surpris de vouloir réellement répondre. Je suppose que je n'ai jamais trouvé le bon moment, ou la bonne personne, ou... La vérité est que j'ai toujours pensé que les enfants compliqueraient ma carrière. Manon le regarda avec cette sagesse prématurée qui le déconcertait. Peut-être qu'ils ne les compliquent pas. Peut-être qu'ils les rendent juste différents. Ma maman dit qu'avoir une famille te donne des raisons d'être une meilleure personne. Antoine sentit que quelque chose de fondamental remuait en lui. Cette fillette avait réussi en un jour à lui faire remettre en question non seulement ses politiques commerciales, mais aussi ses décisions de vie personnelle. « Madame Martin, l'entretien formel aura lieu vendredi à 14 h. Serez-vous prête d'ici là? »« Je serai prête, » répondit Sophie avec détermination. « Parfait. Manon, ce fut un plaisir de te rencontrer. Tu es une négociatrice formidable. » Manon sourit largement. « Merci, monsieur Bernard. Puis-je poser une dernière question?
Vas-y, vous pensez que ma maman va avoir le travail ?» Antoine regarda Sophie, qui gardait une expression neutre mais pleine d'espoir, puis Manon, dont les yeux brillaient d'attente. « Manon, je crois que ta maman va surprendre beaucoup de monde, y compris moi. » Quand Antoine sortit de l'hôpital, il avait l'impression d'être entré dans un monde différent. L'air semblait plus pur, les couleurs plus vibrantes, et pour la première fois depuis des années, il avait la sensation qu'il allait faire quelque chose de vraiment important. « As-tu déjà connu quelqu'un qui a changé ta vie en une seule rencontre ? Raconte-nous ton expérience dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner pour suivre cette histoire qui ne fait que commencer. Que penses-tu qu'il se passera quand Antoine rencontrera la maman de Manon ? Partie 3. Le vendredi arriva plus vite que Sophie ne l'avait espéré. Elle s'était levée à l'aube pour se préparer, choisissant soigneusement sa seule chemise formelle et la veste qu'elle avait achetée d'occasion, mais qui avait l'air professionnel. Manon l'avait aidée à tout repasser la veille au soir, transformant la tâche en un jeu où elles imaginaient toutes deux comment serait le jour de l'entretien. « Maman, tu es nerveuse ?» demanda Manon en déjeunant des tartines de pain de campagne avec de la confiture de fraises, le même petit déjeuner qu'elles avaient mangé tous les matins pendant les 3 derniers mois pour des raisons budgétaires. « Un peu ?» admit Sophie. « Mais je suis aussi excitée. Cela pourrait être notre chance, Manon. Ça va bien se passer, maman. Monsieur Bernard a l'air gentil et tu es la plus intelligente. » Sophie sourit, émerveillée comme toujours par la foi inébranlable que sa fille avait en elle. « Qu'est-ce que tu vas faire pendant que je suis à l'entretien ? Madame Lefebvre va me garder. Je lui ai déjà dit qu'elle pouvait me poser des questions de maths si elle voulait, parce que j'étudie les fractions. » À midi, Sophie arriva à l'immeuble du groupe Laurent avec 1 heure d'avance. Elle voulait se familiariser avec l'environnement et calmer ses nerfs. En attendant à la réception, elle ne put s'empêcher de se souvenir de la dernière fois qu'elle y avait été, quand Manon avait pris l'initiative qui avait tout changé. Madame Martin, une femme élégante d'environ 50 ans, s'approcha d'elle. « Je suis Claire Rousseau, directrice des ressources humaines. Prête pour votre entretien ?» Sophie hocha la tête et suivit Claire dans les couloirs vers une salle de réunion imposante. Quand elles entrèrent, elle se retrouva face à 4 personnes assises autour d'une table en verre. 2 hommes et 2 femmes, tous impeccablement vêtus et avec des expressions allant du neutre au légèrement sceptique. « Permettez-moi de vous présenter le comité, » dit Claire en s'asseyant. À ma gauche, Paul Dubois, directeur financier, Laura Morel, directrice des opérations, Marc Simon, directeur juridique, et Nathalie Girard, responsable senior des ressources humaines. Sophie s'assit face au panel, consciente que chaque mouvement était évalué. Elle avait eu suffisamment d'entretien pour reconnaître la dynamique, mais celui-ci était différent. Il y avait plus en jeu. « Madame Martin », commença Paul Dubois, consultant un dossier, « nous voyons que vous avez des qualifications impressionnantes, mais nous remarquons aussi quelques lacunes dans votre parcours professionnel récent. Pouvez-vous nous expliquer cela ?» C'était la première question, et Sophie sentait déjà qu'elle était mise à l'épreuve d'une manière qu'elle soupçonnait ne pas s'appliquer à tous les candidats. « Les 2 dernières années, j'ai travaillé comme consultante indépendante en gestion des ressources humaines pour de petites entreprises. J'ai pris des projets à court terme pour maintenir une flexibilité avec mes responsabilités familiales. »« Ah oui », intervint Laura Morel d'un ton que Sophie reconnut immédiatement. « Nous comprenons que vous êtes mère célibataire. Comment comptez-vous gérer les exigences d'un poste de cadre avec ses responsabilités ?» Sophie respira profondément. C'était le moment de vérité. « Madame Morel, être mère célibataire n'a pas été un obstacle à mon rendement professionnel. Cela a été un avantage. J'ai développé des compétences en gestion du temps, en résolution de crise et en multitâches que la plupart des employés mettent des années à acquérir. Ma fille n'est pas une distraction de mon travail, elle est ma motivation à exceller. » Marc Simon se pencha en avant. « Cela semble très joli en théorie, Madame Martin, mais en pratique, que se passe-t-il lorsque votre fille tombe malade, quand elle a une urgence scolaire, quand nous avons besoin que vous travailliez tard ou que vous voyagiez ?» Sophie sentit le nœud familier dans l'estomac qui accompagnait ces questions, mais cette fois elle était préparée. « Monsieur Simon, permettez-moi de vous poser une question. Poseriez-vous les mêmes questions à un père célibataire ?» Le silence qui s'ensuivit fut tendu. Marc regarda ses collègues avant de répondre. « Nous évaluons votre capacité à répondre aux exigences du poste. Et moi, je me demande si ces questions sont pertinentes pour évaluer ma capacité professionnelle, » répondit Sophie avec fermeté, mais sans agressivité. « Avez-vous considéré que quelqu'un ayant l'expérience de la gestion d'une famille pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour gérer un département ?» Nathalie Girard, qui était restée silencieuse jusqu'à ce moment, se pencha en avant. « Madame Martin, pouvez-vous nous donner des exemples spécifiques de la façon dont vos responsabilités de mère ont amélioré vos compétences professionnelles ?» Sophie sourit,
sentant qu'elle avait enfin une question qui lui permettait de démontrer sa vraie valeur. Bien sûr, gérer une famille avec des ressources limitées m'a appris à maximiser l'efficacité avec des budgets restrictifs. Toute mère célibataire est essentiellement une PDG d'une petite entreprise avec des marges d'erreur minimales. Elle se redressa sur sa chaise, gagnant en confiance. Lorsque ma fille était malade l'année dernière et que j'avais une échéance importante pour un client, j'ai développé un système pour travailler par bloc de temps concentré qui m'a permis de terminer le projet en moins de temps que prévu, avec une meilleure qualité et sans négliger ses besoins médicaux. Ce système, je l'utilise maintenant pour tous mes projets. Claire Rousseau prit des notes, clairement intéressée. Pouvez-vous développer ce système? Bien sûr. Il est basé sur le principe que le temps limité génère une concentration intensive. Je divise les projets en modules spécifiques avec des objectifs clairs. J'élimine toutes les distractions pendant ces blocs et j'utilise des techniques de priorisation que j'ai apprises en gérant des urgences familiales. Le résultat est 40% de productivité en plus, en 60% du temps traditionnel. Paul Dubois consulta ses notes. C'est intéressant, mais parlons de disponibilité. Ce poste exige occasionnellement de travailler en dehors des heures standards. Monsieur Dubois, travailler en dehors des heures standards a été ma réalité pendant des années. La différence, c'est que j'optimise ce temps supplémentaire au lieu de simplement étendre des inefficacités. Quand je travaille tard, c'est parce que j'ai des objectifs spécifiques, pas parce que la culture d'entreprise exige une présence physique. Laura Morel fronça les sourcils. Vous suggérez que nos employés actuels sont inefficaces? Je suggère que quelqu'un qui a dû maximiser chaque minute de sa journée par nécessité pourrait apporter des perspectives précieuses sur la productivité réelle par rapport à l'activité apparente. Marc Simon échangea des regards avec ses collègues. Madame Martin, vos réponses sont directes. Comment géreriez-vous les situations où vous auriez besoin d'appliquer des politiques qui pourraient être impopulaires? Sophie perçut que c'était une question cruciale. Monsieur Simon, élever une fille signifie prendre des décisions difficiles constamment. Des décisions qu'elle ne comprend pas toujours sur le moment, mais qui sont nécessaires pour son bien-être à long terme. La différence dans l'environnement corporatif est que je peux expliquer le raisonnement derrière les politiques, créer un consensus et montrer comment elles bénéficient à tous. Pouvez-vous nous donner un exemple? Demanda Nathalie Girard. Lors de ma dernière consultation, une petite entreprise avait des problèmes d'absentéisme. Au lieu d'appliquer des politiques punitives, j'ai analysé les causes profondes. J'ai découvert que les employés s'absentaient principalement par manque de flexibilité pour les urgences familiales. J'ai proposé un système de travail flexible qui a réduit l'absentéisme de 60% et augmenté la productivité de 35%. Claire Rousseau se pencha en avant. Comment avez-vous obtenu ces résultats? En reconnaissant que les employés sont des êtres humains complets, pas seulement des ressources de travail. Quand les gens sentent que leur employeur comprend leur réalité familiale, ils s'engagent davantage, pas moins. C'est contre-intuitif pour la mentalité corporative traditionnelle, mais les chiffres ne mentent pas. Paul Dubois consulta sa montre. Madame Martin, nous avons une dernière question. Que feriez-vous si les exigences de votre travail et les besoins de votre fille entraient en conflit direct? C'était la question piège que Sophie attendait. La question conçue pour que toute réponse semble inadéquate, mais elle avait une réponse qu'elle avait affinée pendant des années. Monsieur Dubois, cette question suppose que les responsabilités familiales et professionnelles sont intrinsèquement opposées. Selon mon expérience, elles sont complémentaires. Ma fille fait de moi une meilleure professionnelle car elle me donne de la perspective, de l'urgence et de la motivation. Si un conflit apparent surgissait, j'appliquerais les mêmes compétences en résolution de problèmes que j'utilise quotidiennement. Analyse des options, priorisation stratégique et communication claire. Elle marqua une pause, regardant chaque membre du comité. Mais laissez-moi être clair, je n'ai jamais rencontré de situation où être une mère responsable m'ait empêché d'être une professionnelle exceptionnelle. En fait, c'est exactement le contraire. Le comité échangea des regards avant que Claire Rousseau ne prenne la parole. Madame Martin, merci pour votre temps. Nous vous contacterons bientôt. En sortant de l'immeuble, Sophie ressentait un mélange de fierté et d'anxiété. Elle avait donné le meilleur entretien de sa vie, elle avait défendu sa position avec intelligence et dignité, mais elle savait aussi qu'elle avait directement remis en question certaines croyances fondamentales du panel. Cet après-midi-là, alors qu'elle aidait Manon avec ses devoirs de maths, elle reçut un appel inattendu. « Madame Martin, c'est Antoine Bernard. Pourriez-vous venir à mon bureau demain matin? Il y a quelque chose dont j'ai besoin de discuter avec vous. » Le ton d'Antoine était neutre, impossible à déchiffrer. Sophie sentit son estomac se serrer. « Bien sûr, monsieur Bernard. À quelle heure? À 10 heures. Et Madame Martin,
venez préparer pour une conversation honnête. Après avoir raccroché, Manon la regarda avec inquiétude. C'était à propos du travail, maman. Oui, mon cœur, Monsieur Bernard veut me parler demain. Tu penses que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Sophie serra sa fille dans ses bras, respirant l'odeur de shampoing pour enfant qui la calmait toujours. Je ne sais pas, Manon, mais quoi qu'il en soit, nous y ferons face ensemble. Cette nuit-là, Sophie ne put dormir. Elle repassait chaque moment de l'entretien, chaque question, chaque réponse. Elle avait été authentique, elle avait été ferme, elle avait défendu non seulement son droit de travailler, mais le droit de toutes les mères d'être évaluées sur leur mérite. Mais elle savait aussi qu'elle avait franchi des lignes que de nombreux employeurs considéraient infranchissables. Elle avait directement remis en question leurs préjugés, elle avait défié leurs hypothèses, elle avait demandé à être traitée comme une égale plutôt que comme une suppliante. À 3 heures du matin, en regardant le plafond de son petit appartement, Sophie prit une décision. Peu importe ce qu'Antoine Bernard aurait à lui dire, elle avait trouvé sa voie. Elle s'était souvenue de qui elle était avant que des années de rejet ne la fassent douter de sa valeur. Manon bougea dans son lit, marmonnant quelque chose en rêve à propos de Monsieur Gentil qui va aider maman. Sophie sourit dans l'obscurité. Sa fille avait plus foi en l'humanité qu'elle n'en avait eu depuis longtemps. Peut-être était-il temps qu'elle aussi ait un peu de cette foi. Le lendemain, en se préparant pour ce qui pourrait être la conversation la plus importante de sa vie professionnelle, Sophie se regarda dans le miroir et vit quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Une femme forte, capable et digne de respect. Quel que soit le résultat, elle avait gagné quelque chose d'inestimable. Elle avait retrouvé sa dignité. As-tu déjà eu à défendre ta valeur dans une situation où tu sentais que les cartes étaient contre toi? Les moments qui nous définissent ne sont pas toujours ceux de la victoire, mais ceux de la dignité. Raconte-nous ce que cela t'a appris sur ta propre force, et n'oublie pas d'aimer si cette histoire te touche le cœur. Partie 4. Antoine Bernard n'avait pas bien dormi depuis 3 jours. Depuis l'entretien de Sophie, il avait passé en revue des dossiers, des politiques et des statistiques qu'il n'avait jamais remis en question auparavant. Ce qu'il avait découvert le troublait profondément. Ce matin-là, avant la réunion avec Sophie, il avait convoqué Claire Rousseau à son bureau. La directrice des ressources humaines entra avec la confiance de celle qui avait géré la situation selon les protocoles établis. « Claire, j'ai besoin que tu m'expliques quelque chose », dit Antoine sans préambule, désignant un dossier sur son bureau. « J'ai examiné nos statistiques de recrutement des 5 dernières années. » Claire s'installa sur sa chaise, légèrement tendue. « Bien sûr, monsieur Bernard, nos chiffres sont solides. Sont-ils solides? Claire, sur les 100 derniers candidats qui sont arrivés aux entretiens finaux pour des postes de direction, moins de 5% étaient des mères célibataires. Sachant qu'elles représentent environ 15% de la main-d'œuvre qualifiée, ne trouvez-vous pas cela statistiquement impossible? La couleur quitta légèrement le visage de Claire. Monsieur Bernard, nous recrutons en nous basant sur le mérite et... Le mérite? Antoine l'interrompit, ouvrant le dossier. Claire, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans les archives. Peux-tu m'expliquer ce que signifie profil type 3 dans nos codes d'évaluation? Claire déglutit visiblement. C'est une catégorisation pour les candidats avec des complications d'horaire potentielles. Complications d'horaire potentielles, répéta Antoine lentement. Et par coïncidence, 90% des candidats marqués type 3 sont des femmes avec des enfants. Est-ce exact? Monsieur Bernard, ces politiques ont été conçues pour protéger la productivité de l'entreprise. Protéger la productivité? Antoine se leva de son bureau, sa voix montant d'un ton. Claire, tu es en train de me dire que nous avons systématiquement éliminé des candidats hautement qualifiés en nous basant sur des préjugés concernant leur vie de famille? Claire se redressa, adoptant une posture défensive. Ce ne sont pas des préjugés, monsieur Bernard. Ce sont des réalités statistiques. Les mères célibataires ont plus d'absentéisme, plus d'urgence, moins de flexibilité pour... Ça suffit. Antoine frappa sa main sur le bureau. Claire, tu as des enfants? La question la prit par surprise. Oui, j'ai 2 enfants. Et t'a-t-on déjà demandé, lors de tes entretiens d'embauche, comment tu gérerais tes enfants si tu obtenais le poste? Claire resta silencieuse. Je vais te poser une question très simple, Claire. Avons-nous déjà refusé un père célibataire pour les mêmes raisons que nous refusons des mères célibataires? Le silence s'étendit pendant plusieurs secondes avant que Claire ne réponde à voix basse. Les pères célibataires ne postulent pas souvent ici. Ce n'est pas une réponse claire. La réponse est non. Nous n'avons jamais refusé un père célibataire pour des complications familiales parce que nous supposons que les mères sont les seules responsables de la garde des enfants. Antoine marcha vers la fenêtre, contemplant la ville qui s'étendait en contrebas. Claire, cette conversation est confidentielle, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ces politiques vont changer, et elles vont changer maintenant.
Monsieur Bernard, je comprends votre préoccupation, mais changer des politiques établies pourrait créer des précédents légaux compliqués. Antoine se tourna vers elle avec une expression que Claire n'avait jamais vue auparavant. Des précédents légaux? Claire, nos politiques actuelles sont potentiellement illégales. Nous pratiquons une discrimination systématique. Il toucha l'interphone. Marie, Madame Martin est-elle déjà arrivée? Oui, Monsieur Bernard. Elle attend à la réception. Qu'elle entre, s'il vous plaît. Claire, restez. Je veux que vous écoutiez cette conversation. Quelques minutes plus tard, Sophie entrait dans le bureau avec la même dignité qu'elle avait montrée lors de l'entretien. Mais Antoine put percevoir la tension dans ses épaules. Elle portait la même tenue professionnelle, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture, plus droite, plus déterminée. « Madame Martin, asseyez-vous, s'il vous plaît. Je crois que vous connaissez Claire Rousseau. » Sophie hocha la tête poliment vers Claire avant de s'asseoir. « Monsieur Bernard, je vous remercie de m'avoir convoqué. J'espère que nous pourrons avoir cette conversation honnête que vous avez mentionnée. Nous allons la voir, » dit Antoine, retournant à son bureau. « Mais d'abord, je dois m'excuser. » La confession prit Sophie par surprise. « Vous excusez? Madame Martin, après votre entretien, j'ai décidé d'enquêter sur nos pratiques de recrutement. Ce que j'ai trouvé me fait profondément honte. » Antoine ouvrit le dossier sur son bureau. Pendant des années, cette entreprise a systématiquement rejeté des mères célibataires qualifiées sous des codes internes qui les étiquetaient essentiellement comme problématiques, avant même qu'elles n'aient une réelle opportunité. Sophie sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Vous confirmez que j'ai été rejetée parce que je suis mère célibataire. » « Vous n'avez pas été rejetée, Madame Martin. En fait, le comité a été impressionné par vos réponses. Mais je confirme que pendant des années, des candidats comme vous ont été éliminés avant même d'arriver aux entretiens. » Claire bougea inconfortablement sur sa chaise. « Monsieur Bernard, peut-être devrions-nous en discuter en privé. »« Non, Claire. Madame Martin mérite d'entendre cela. » Antoine s'adressa directement à Sophie. « Notre entreprise a fonctionné sur la prémisse erronée que les responsabilités familiales sont incompatibles avec l'excellence professionnelle. Cette prémisse est non seulement incorrecte, mais elle nous a privés de talents exceptionnels. » Sophie traita l'information lentement. « Cela signifie que nous voulons vous offrir le poste de superviseur des ressources humaines, mais plus que cela, nous voulons vous offrir l'opportunité de nous aider à changer ces politiques discriminatoires. » L'impact des mots prit plusieurs secondes à s'enregistrer complètement. Sophie avait attendu un rejet, peut-être des explications courtoises sur d'autres candidats plus appropriés. Elle ne s'était pas attendue à cela. « Monsieur Bernard, j'ai besoin de comprendre quelque chose. Vous m'offrez ce travail par pitié, par culpabilité, ou parce que vous croyez vraiment que je peux bien le faire ?» La question directe fit sourire Antoine. « Madame Martin, après vous avoir rencontré, vous et Manon, j'en suis arrivé à une conclusion. Toute personne capable d'élever une enfant aussi extraordinaire tout en maintenant sa propre excellence professionnelle dans des circonstances difficiles est exactement le type de leader dont cette entreprise a besoin. » Claire toussa doucement. « Monsieur Bernard, ne devrions-nous pas discuter des termes du poste? » « Bien sûr. » Antoine s'adressa à Sophie. « Le salaire de base est de 80 000 € par an, avec des bonus de performance. Assurance maladie complète pour vous et Manon. 2 semaines de vacances la première année, 3 semaines à partir de la seconde. Et quelque chose que j'implémente spécifiquement, une flexibilité réelle des horaires pour les urgences familiales. » Sophie sentit que des larmes menacèrent d'apparaître, mais elle les contrôla. « Et quelles seraient mes responsabilités spécifiques? Diriger la révision complète de nos politiques de recrutement, mettre en œuvre de vrais programmes de diversité et d'inclusion, et m'aider à transformer cette entreprise en un endroit où le talent est valorisé indépendamment des circonstances familiales. Cela signifie-t-il que j'aurai une réelle autorité pour apporter des changements? » Antoine hocha la tête. « Vous aurez mon soutien total, Madame Martin. Mais je vous préviens, il y aura de la résistance. Il y a des gens dans cette organisation qui ne recevront pas bien ces changements. » Sophie regarda Claire, qui était restée remarquablement silencieuse pendant la conversation. « Puis-je demander quelle sera ma relation de travail avec Madame Rousseau ?» Claire se redressa. « Madame Martin, si vous acceptez le poste, vous travaillerez directement sous ma supervision. » « En réalité, interrompit Antoine, Madame Martin me rapportera directement pendant les 6 premiers mois, pendant que nous mettons en œuvre ces changements. Claire, je dois vous faire comprendre que ces modifications ne sont pas négociables. » L'air dans le bureau se tendit palpable. Claire était dans l'entreprise depuis 15 ans et n'avait jamais été remise en question aussi directement. « Monsieur Bernard, dit Claire avec prudence, j'espère que vous comprenez que des changements aussi dramatiques dans des politiques établies pourraient créer des complications. » « Quel genre de complications ?» demanda Sophie, son instinct professionnel s'activant. Claire la regarda avec une expression que Sophie reconnut immédiatement,
le même dédain à peine dissimulé qu'elle avait vu lors de dizaines d'entretiens. Madame Martin, la mise en œuvre de politiques trop favorables aux familles pourrait créer des attentes irréalistes parmi les employés. Des attentes irréalistes comme quoi? Demanda Antoine. Comme le fait qu'ils peuvent faire passer leurs responsabilités familiales avant leurs obligations professionnelles. Sophie sentit quelque chose s'allumer en elle. Madame Rousseau, puis-je vous poser une question personnelle? Je suppose. Quand vos enfants étaient petits, avez-vous déjà dû partir tôt du travail? Claire se raidit. C'est différent. Comment est-ce différent? Parce que j'avais déjà établi ma valeur dans l'entreprise. J'avais prouvé mon engagement. Ah, dit Sophie doucement. Alors le problème n'est pas que les parents ne peuvent pas être d'excellents employés. Le problème est que nous ne leur donnons pas la possibilité de prouver qu'ils peuvent l'être. Antoine observa l'échange fasciné. Sophie avait réussi en quelques minutes à exposer l'hypocrisie fondamentale des politiques que Claire avait défendue pendant des années. « Claire, dit Antoine finalement, nous allons poursuivre avec le programme pilote. J'ai besoin que vous souteniez ces changements. » Claire hocha la tête avec raideur. « Bien sûr, Antoine, j'espère juste que tu sais ce que tu fais. » Après le départ de Claire, Antoine se tourna vers Sophie. « C'était brillant. C'était nécessaire, » corrigea Sophie. « Antoine, tu dois comprendre quelque chose. Claire ne soutiendra pas ces changements. En fait, elle fera tout son possible pour les saboter. Tu en es sûr? » « Absolument. J'ai déjà vu cette expression, Antoine. C'est la même que j'ai vue lors de dizaines d'entretiens. Claire voit ces changements comme une menace personnelle à son autorité et aux politiques qu'elle a mises en œuvre. » Antoine se frotta le menton, réfléchissant aux paroles de Sophie. « Que suggères-tu que nous fassions? Tout documenter. Chaque conversation, chaque décision, chaque résultat, et être préparé à une résistance qui pourrait devenir plus agressive. » Comme par enchantement, l'assistante d'Antoine frappa à la porte. « Monsieur Bernard, vous avez un appel urgent de Paul Dubois. » Antoine prit l'appel, et Sophie put entendre le ton agité de Paul, même de l'autre côté du bureau. « Antoine, j'ai besoin de te parler immédiatement de ce programme pilote. J'ai réfléchi aux implications légales et financières, et je crois que nous allons trop vite. Paul, nous venons d'avoir cette conversation en réunion. Oui, mais j'ai parlé avec Claire, et elle m'a expliqué des préoccupations supplémentaires que nous n'avons pas pu discuter devant la nouvelle employée. » Sophie sentit son estomac se serrer. Moins d'une heure s'était écoulée depuis la réunion et ils organisaient déjà une résistance dans son dos. Antoine la regarda et couvrit le téléphone. « Peux-tu me donner quelques minutes ?» Sophie hocha la tête et sortit du bureau, mais elle ne put s'empêcher d'entendre des bribes de la conversation à travers la porte. Changement trop dramatique. Précédent dangereux. Nécessité de procéder avec plus de prudence. 20 minutes plus tard, Antoine sortit de son bureau avec une expression tendue. « Sophie, nous devons parler. » De retour dans le bureau, Antoine s'assit lourdement sur sa chaise. Paul est inquiet de la rapidité de la mise en œuvre. Il veut que nous réduisions la portée du programme pilote. Qu'est-ce que cela signifie spécifiquement? Cela signifie qu'il veut limiter le programme à un seul département, avec des critères de succès très spécifiques et avec l'option de l'annuler à tout moment si un problème survient. Sophie se pencha en avant. « Antoine, puis-je être complètement honnête avec toi, s'il te plaît? Paul n'est pas préoccupé par la rapidité de la mise en œuvre. Il est préoccupé parce que ce programme va fonctionner. Et quand il fonctionnera, il exposera des années de pratiques discriminatoires qu'il a contribué à créer et à maintenir. » Antoine resta silencieux un instant. « Tu es en train de dire que Paul sabote délibérément le programme? » Je dis que Paul, Claire et probablement d'autres voient ce programme comme une menace pour un système qui les a bénéficiés pendant des années, et ils feront tout leur possible pour s'assurer qu'il échoue. Et que suggères-tu que nous fassions? Sophie respira profondément. Mettre en œuvre le programme exactement comme nous l'avons prévu, mais avec une documentation exhaustive. Nous voulons que, s'ils tentent de le saboter, nous ayons des preuves claires de leur résistance et des résultats réels du programme. Antoine hocha la tête lentement. C'est risqué. Antoine, tout vrai changement est risqué. La question est de savoir si tu es prêt à prendre le risque de faire ce qui est juste ou si tu préfères la sécurité de maintenir le statu quo. Cet après-midi-là, quand Sophie rentra à la maison, Manon l'attendait avec un immense sourire et un dessin. « Comment s'est passée ta première journée de travail, maman ?» Sophie regarda le dessin. C'était elle-même assise à un bureau avec une étiquette disant « La chef la plus intelligente du monde ». C'était intéressant, mon cœur, très intéressant. Ça t'a plu? Sophie serra sa fille dans ses bras, respirant son parfum familier qui la calmait toujours. Ça m'a plu, Manon, mais ce sera un travail très difficile. Pourquoi? Parce que quand tu essaies de changer les choses pour qu'elles soient plus justes, les personnes qui bénéficièrent de l'injustice ne sont pas contentes. Manon réfléchit à cela avec le sérieux qu'elle appliquait à tous les concepts importants. Mais tu vas continuer à essayer, n'est-ce pas? Bien sûr, mon amour.
Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu m'as appris que parfois les petites personnes peuvent faire de grandes choses quand elles ont raison et qu'elles n'abandonnent pas. Manon sourit radieusement. Ça veut dire que je t'ai aidé à avoir le travail? Ça signifie que tu m'as aidé à me souvenir qui je suis et pourquoi c'est important. Cette nuit-là, pendant que Manon dormait, Sophie resta éveillée, se préparant au défi qu'elle savait à venir. Elle avait gagné une bataille en obtenant le travail, mais la guerre pour changer le système ne faisait que commencer. Et elle avait le pressentiment que ses opposants allaient jouer plus sale qu'elle ne l'avait anticipé. 2 jours plus tard, ses soupçons se confirmèrent lorsqu'elle trouva un email dans sa boîte de réception qui allait tout changer. L'email provenait de Claire avec Paul et Marc en copie, s'inquiétant de certaines irrégularités dans les premiers dossiers que Sophie avait examinés pour le programme pilote. Les irrégularités étaient, bien sûr, complètement fabriquées. La guerre avait officiellement commencé. Partie 6. L'email de Claire arriva un mardi matin et Sophie sut immédiatement que c'était le premier mouvement d'une campagne orchestrée pour la discréditer. Les irrégularités mentionnées dans le message étaient vagues mais suffisamment spécifiques pour semer le doute sur sa compétence et son intégrité. « Antoine, » dit Sophie en entrant dans son bureau avec l'email imprimé, « nous devons parler de toute urgence. » Antoine lut le message en fronçant les sourcils. Des irrégularités dans les dossiers. « Sophie, tu viens de commencer à les examiner hier. » « Exactement. Et chaque dossier que j'ai examiné est parfaitement documenté avec des notes détaillées sur mes critères d'évaluation. Claire sait que ces allégations sont fausses. Pourquoi ferait-elle quelque chose comme ça? » Sophie s'assit face à Antoine avec une expression sérieuse. Parce qu'elle établit un récit. Si le programme pilote échoue, elle veut pouvoir pointer ces irrégularités précoces comme preuve que je n'étais pas compétente pour le gérer. Antoine posa l'email sur son bureau. « Qu'as-tu besoin de moi? J'ai besoin que tu convoques une réunion immédiatement avec Claire, Paul et Marc. Je veux affronter ces allégations directement, avec des preuves, devant des témoins. Tu es sûr? Cela pourrait faire monter la situation en épingle. Antoine, la situation est déjà montée en épingle. La question est de savoir si nous allons leur permettre de contrôler le récit ou si nous allons démontrer qu'ils mentent. » 1 heure plus tard, les 5 se retrouvèrent à nouveau dans la salle de réunion. La tension était palpable dès qu'ils s'assirent. « Claire, » commença Antoine, « ton email de ce matin alléguait des irrégularités dans le travail de Sophie. Peux-tu être plus spécifique? » Claire ouvrit un dossier avec un air d'autorité. « Bien sûr, j'ai examiné les 10 premiers dossiers que Madame Martin a évalués pour le programme pilote et j'ai trouvé plusieurs incohérences dans ses critères d'évaluation. »« Quel genre d'incohérence ?» demanda Sophie calmement. « Eh bien, par exemple, vous avez attribué une note de 85% à un candidat alors qu'il aurait clairement dû recevoir un 70% basé sur nos critères standards. » Sophie ouvrit son propre dossier. « Vous faites référence à Margot Perrin. » « Oui, intéressant, parce que Margot Perrin a un master en gestion de projets informatiques de l'école polytechnique, 8 ans d'expérience pertinente et 3 certifications internationales. Selon nos propres critères officiels, cela mérite 85%. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous pensez qu'elle devrait recevoir 70%? » Claire consulta rapidement ses notes. « Eh bien, il y a des facteurs intangibles qui doivent être pris en compte. »« Des facteurs intangibles comme quoi ?» La pause de Claire fut révélatrice. Paul intervint pour la soutenir. « Sophie, ce que Claire essaie de dire, c'est que l'évaluation des candidats nécessite de l'expérience et de l'instinct qui vont au-delà des critères objectifs. »« Je comprends, » dit Sophie avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Paul, pourriez-vous m'expliquer quels facteurs intangibles justifieraient de réduire la note d'une candidate hautement qualifiée de 15%? » Paul regarda Claire cherchant du soutien, mais elle était en train de vérifier frénétiquement ses papiers. « Eh bien, il y a des considérations sur l'adéquation culturelle. »« L'adéquation culturelle? Intéressant. Sur quelles informations vous êtes-vous basé pour déterminer que Margot ne correspond pas culturellement à notre entreprise? » « Eh bien, je n'ai pas personnellement interviewé la candidate. » « Exactement. Vous n'avez pas interviewé Margot, vous ne lui avez pas parlé, vous n'avez pas évalué ses compétences interpersonnelles ou sa capacité à travailler en équipe. Mais d'une manière ou d'une autre, vous avez déterminé qu'elle ne correspondait pas culturellement. En vous basant sur quoi? Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Antoine observait l'échange avec une compréhension croissante de ce que Sophie était en train d'exposer. Marc Simon tenta de détourner la conversation. « Sophie, je crois que tu es trop sur la défensive. Claire essaie juste de s'assurer que le programme maintienne des standards élevés. » « Des standards élevés ?» Sophie se tourna vers Marc. « Marc, as-tu examiné le dossier de Margot? » « Non spécifiquement, mais je fais confiance au jugement de Claire. » « Alors, permets-moi de te lire ses qualifications. » Sophie ouvrit le dossier.
diplômée avec mention de l'Université Paris-Dauphine, MBA avec spécialisation en ressources humaines, parle 4 langues, a dirigé des équipes de jusqu'à 50 personnes, a des références exceptionnelles de 3 employeurs précédents. Quel standard ne remplit-elle pas exactement? Marc consulta Claire du regard, mais elle était remarquablement silencieuse. Antoine décida d'intervenir. « Claire, peux-tu nous montrer spécifiquement sur quoi tu as basé ton évaluation selon laquelle Sophie a surestimé cette candidate ?» Claire parla finalement, sa voix légèrement tendue. « Antoine, il existe des protocoles établis pour l'évaluation des candidats qui ont fonctionné pendant des années. Des protocoles comme le système de profil type 3, dont nous avons discuté la semaine dernière, demanda Sophie doucement. La question tomba comme une bombe dans la pièce. Paul et Marc échangèrent des regards rapides, ne sachant clairement pas ce qu'était le profil type 3, mais reconnaissant que c'était important. « Qu'est-ce que le profil type 3 ?» demanda Marc. Antoine se pencha en avant. « C'est un code interne que nous utilisons pour marquer les candidats avec des complications d'horaire potentielles, ce qui inclut par coïncidence pratiquement toutes les mères célibataires qui postulent ici. » Paul se redressa brusquement. « Nous utilisons des codes pour discriminer les mères célibataires. Nous ne discriminons pas, » commença Claire sur la défensive. « Non ?» Sophie ouvrit un autre dossier. « Claire, peux-tu m'expliquer pourquoi Jeanne Lefebvre, avec des références identiques à Margot, a reçu une note de 70%, alors que Margot a reçu 85%. Chaque candidat est différent. Tu as raison. Jeanne Lefebvre est mariée et n'a pas d'enfant. Margot Perrin est mère célibataire de 2 enfants. C'est la seule différence dans leur dossier. » L'air dans la pièce devint suffocant. Antoine regarda les dossiers que Sophie avait préparés et réalisa qu'elle avait méticuleusement documenté un modèle de discrimination systématique. « Sophie, » dit Antoine lentement, « que suggères-tu exactement ?»« Je suggère que les irrégularités que Claire a trouvées dans mon travail ne sont pas des irrégularités du tout. Ce sont des corrections à des années d'évaluation systématiquement biaisées contre les candidats ayant des responsabilités familiales. » Paul pâlit. « Tu es en train de dire que nous avons discriminé illégalement ? Je dis que nous avons utilisé des critères non officiels qui pénalisent systématiquement certains groupes démographiques. Et oui, cela pourrait constituer une discrimination illégale. » Marc Simon, en sa qualité de directeur juridique, se redressa alarmé. « Antoine, si c'est vrai, nous pourrions faire face à une exposition juridique significative. » Claire explosa finalement. « C'est ridicule. Je gère les ressources humaines dans cette entreprise depuis 15 ans et nous n'avons jamais discriminé personne. Nous avons des employés femmes, nous avons des employés avec des familles. Combien de mères célibataires occupant des postes de direction ?» demanda Sophie calmement. Claire s'arrêta en pleine phrase. « Combien de femmes enceintes ont été embauchées pour des postes de direction au cours des 5 dernières années ?» Silence. « Combien de pères célibataires ont été interrogés sur la façon dont ils géreraient les urgences familiales lors de leurs entretiens ?» Le silence s'étendit. Antoine regarda autour de la table et vit des visages qui varièrent de la prise de conscience inconfortable à la défensive désespérée. « Claire, » dit Antoine finalement, « je dois te demander d'apporter tous les dossiers d'évaluation des candidats des 3 dernières années. Nous allons faire un audit complet. » « Antoine, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Ce n'est pas une suggestion, Claire, c'est un ordre. » Claire se leva brusquement. « Très bien, mais je tiens à ce qu'il soit consigné que je considère cette enquête complètement inutile et potentiellement nuisible au moral de l'entreprise. » Après le départ de Claire, suivi de Paul et Marc, Antoine se retrouva seul avec Sophie. « Tu savais que ça allait arriver ?» demanda-t-il. « Je savais qu'ils allaient essayer de me saboter. Je ne savais pas qu'ils le feraient de manière aussi maladroite. » Antoine se pencha en arrière sur sa chaise. « Sophie, à quel point penses-tu que ce problème est profond ?» « Antoine, ce problème n'est pas seulement celui de Claire. Il est systémique, il est culturel, et il faudra plus que des changements de politique pour le résoudre. Qu'as-tu besoin de moi ?» Sophie se pencha en avant. « J'ai besoin que tu comprennes que ça va empirer avant de s'améliorer. Claire, Paul et probablement d'autres vont intensifier leurs efforts pour me discréditer et saboter le programme. Tu es prête pour ça ? Antoine, je me bats contre ce système depuis des années. La différence maintenant, c'est que j'ai une plateforme pour me battre de l'intérieur et j'ai quelqu'un de puissant qui me soutient. La question est de savoir si toi, tu es prêt pour ce qui s'en vient. » Antoine regarda par la fenêtre la ville qui s'étendait en contrebas. Quelque part dans cette immensité urbaine, Manon était à l'école, racontant probablement à ses amis le nouveau travail de sa maman, la fillette qui avait tout commencé avec son courage et son honnêteté. « Sophie, il y a 1 semaine, ma plus grande préoccupation était de savoir si mes chiffres trimestriels allaient impressionner le conseil d'administration. Aujourd'hui,
je remets en question les fondements éthiques du fonctionnement de mon entreprise. Et tu sais ce qui est le plus surprenant? Quoi? Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de faire quelque chose qui compte vraiment. Sophie sourit sincèrement pour la première fois depuis des jours. Alors, je suppose que nous sommes prêts pour la phase suivante. Quelle est la phase suivante? Démontrer que lorsque l'on donne aux gens de réelles opportunités basées sur un réel mérite, tout le monde y gagne. Cet après-midi-là, Antoine prit une décision qui allait changer non seulement son entreprise, mais sa propre vie de manière fondamentale. Il convoqua une conférence de presse pour annoncer que le groupe Laurent deviendrait la première corporation française à mettre en œuvre un programme d'équité totale en recrutement, avec un audit public annuel de ses pratiques. C'était une démarche risquée qui allait placer l'entreprise sous les feux des projecteurs nationaux. C'était aussi la bonne démarche. Et pour la première fois de sa carrière de dirigeant, Antoine Bernard était plus intéressé à faire ce qui était juste qu'à protéger sa position. Le changement que Manon avait initié avec son courage d'enfant était sur le point de transformer non seulement une entreprise, mais toute une industrie. Parfois, les plus grandes transformations commencent par les plus petits gestes. As-tu été témoin de la façon dont une personne courageuse peut changer tout un système? Raconte-nous ton histoire dans les commentaires, aime si ce récit t'a inspiré et abonne-toi pour plus d'histoires qui célèbrent le pouvoir de faire ce qui est juste. Comment penses-tu que cette transformation se terminera? Épilogue. 6 mois plus tard, la salle de conférence du 35e étage était pleine de journalistes, de caméras et de cadres d'autres entreprises. Antoine Bernard se tenait devant le pupitre, mais cette fois il n'était pas seul. À ses côtés se trouvaient Sophie Martin et Manon, qui avaient insisté pour porter sa robe jaune, la même qu'elle avait portée 6 mois auparavant lorsqu'elle avait changé le cours de leur vie. « Mesdames et messieurs, commença Antoine, il y a 6 mois, une fillette de 8 ans est entrée dans cette entreprise et m'a posé une question simple. Pourquoi une entreprise préférerait-elle embaucher quelqu'un sans responsabilité familiale alors que les mères célibataires sont les meilleurs employés du monde? Un léger rire parcourut l'audience. Manon rougit, mais garda sa posture digne. Cette question a initié une transformation qui a dépassé nos attentes les plus optimistes. Aujourd'hui, nous sommes ici pour présenter les résultats de notre programme d'équité totale en recrutement. Sophie s'approcha du microphone. 6 mois de travail avaient ajouté de la confiance à sa présence, mais son essence humble et déterminée restait intacte. « Les chiffres parlent d'eux-mêmes », dit-elle, activant une présentation sur l'écran derrière elle. En 6 mois, notre taux de rotation des employés a diminué de 35%. La productivité a augmenté de 28%. Et surtout, 89% de nos employés signalent une plus grande satisfaction au travail. Un journaliste leva la main. « Madame Martin, pouvez-vous attribuer ces meilleurs résultats directement au changement dans les politiques de recrutement? » « Partiellement, répondit Sophie, mais je crois que le facteur le plus important a été de changer la culture d'entreprise pour valoriser les personnes dans leur globalité, et non pas seulement leur productivité isolée. Antoine reprit le micro. L'une des découvertes les plus surprenantes a été que lorsque vous éliminez les biais conscients et inconscients du processus de recrutement, vous vous retrouvez naturellement avec des équipes plus diverses, plus créatives et plus efficaces. Manon dut utiliser le marchepied pour atteindre le microphone, provoquant des sourires dans toute l'audience. « Puis-je dire quelque chose ?» Antoine hocha la tête, curieux de ce que dirait la fillette qui avait tout commencé. « Ma maman m'a appris que les gens sont comme des livres. Si on juge le livre juste par la couverture, on peut rater de très belles histoires à l'intérieur. Je crois que c'est ce qui s'est passé ici. Quand ils ont arrêté de juger les gens par leur couverture, ils ont trouvé beaucoup de belles histoires. » L'analogie simple mais profonde de Manon fut immédiatement saisie par les journalistes présents. Ce soir-là, sa citation apparaîtrait en gros titres dans tout le pays. Après la conférence de presse, la petite famille se retira dans le bureau d'Antoine pour une célébration privée. Manon avait insisté pour apporter un gâteau aux fruits rouges, le même type de gâteau à la vanille avec des fraises qu'elles avaient mangées pour célébrer quand Sophie avait eu le travail. « Tu sais ce qui est le plus incroyable dans tout ça ?» dit Antoine à Sophie, pendant que Manon explorait les livres de sa bibliothèque personnelle. « Quoi? Que nous n'avons pas seulement changé l'entreprise, nous avons changé nos propres vies d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. » C'était vrai. Sophie avait été promue directrice des ressources humaines et de l'inclusion, avec un salaire qui lui permettait enfin de vivre sans l'anxiété constante concernant l'argent. Plus important encore, elle avait trouvé sa voie professionnelle et personnelle d'une manière qu'elle n'avait jamais cru possible. Manon s'épanouissait dans sa nouvelle école privée, mais surtout, elle avait développé une confiance en soi qui venait de voir sa mère transformer sa vie grâce à la détermination et à la dignité. Et Antoine avait découvert quelque chose qu'il ne savait pas qu'il avait perdu, un sens du but qui allait au-delà du succès financier.
Antoine, dit Sophie doucement, puis-je te demander quelque chose de personnel? Bien sûr. Regrettes-tu d'avoir autant risqué pour ce programme? Antoine réfléchit sérieusement à la question. Le programme avait généré des controverses, lui avait coûté quelques amitiés professionnelles et avait nécessité des changements fondamentaux dans le fonctionnement de l'entreprise. Sophie, il y a 6 mois, j'étais un PDG prospère d'une entreprise rentable. J'avais tout ce que je pensais vouloir. Pouvoir, argent, respect. Et maintenant, je suis un PDG prospère d'une entreprise rentable qui fait vraiment une différence dans la vie des gens. Et j'ai quelque chose que je ne savais pas que j'avais besoin. Une famille choisie. Manon leva les yeux des livres. Ça veut dire qu'on est comme une famille maintenant? Antoine sourit. Qu'en penses-tu, Manon? Je pense que les familles prennent soin les unes des autres, se soutiennent les unes les autres et s'aiment les unes les autres. Et nous, on fait ça. Sophie sentit des larmes monter à ses yeux. Dans sa quête de sécurité d'emploi et de stabilité financière, elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, une communauté de personnes qui croyaient en elle et dans les valeurs qu'elle avait essayé de vivre. « Il y a autre chose », dit Antoine, s'approchant de son bureau et sortant une élégante enveloppe. « Manon, ceci est pour toi. » Manon ouvrit soigneusement l'enveloppe et trouva une lettre officielle sur papier à en-tête de l'entreprise. « Qu'est-ce qu'elle dit ?» demanda-t-elle, tendant la lettre à sa mère. Sophie lut à voix haute. « Chère Manon Dubois-Martin, en reconnaissance de votre contribution exceptionnelle à la transformation du groupe Laurent, nous avons l'honneur de vous nommer notre première consultante honoraire en politique humaine. » Manon cligna des yeux, confuse. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Cela signifie, expliqua Antoine, que lorsque nous devrons prendre des décisions importantes sur la façon dont nous traitons les gens dans cette entreprise, nous te demanderons ce que tu en penses. Vraiment? Vraiment. Parce que nous avons découvert qu'une fillette de 8 ans a un meilleur instinct pour la justice et l'équité que beaucoup d'adultes avec des diplômes universitaires. » Manon réfléchit sérieusement à cela. « Ça veut dire que je peux aider plus de familles comme la nôtre. » Exactement. Manon se redressa avec une détermination qui était purement génétique familiale. « Alors j'accepte le travail. » Alors que le soleil se couchait sur Paris, 3 personnes qui avaient été des étrangers 6 mois auparavant se retrouvèrent unies par quelque chose de plus fort que les circonstances. Elles étaient unies par des valeurs partagées, un respect mutuel et la compréhension que le vrai succès se mesure en vie transformée et non pas seulement en chiffres financiers. La transformation qui avait commencé avec une fillette courageuse demandant des nouvelles de sa mère était devenue un modèle que d'autres entreprises partout en France commençaient à adopter. Mais plus important que l'impact social avait été l'impact personnel. Sophie avait prouvé qu'une mère célibataire talentueuse et déterminée pouvait non seulement survivre dans le monde de l'entreprise, mais le transformer. Antoine avait appris que le vrai leadership exige du courage moral, pas seulement de l'acuité commerciale. Et Manon avait découvert que même les plus petites personnes peuvent créer de grands changements quand elles ont raison, et qu'elles n'abandonnent pas. 6 mois après qu'une fillette en robe jaune était entrée dans un immeuble d'entreprise avec un dossier trop grand pour elle, le monde était un endroit légèrement plus juste. Et cela, décidèrent les 3, était exactement comme cela devait être. En sortant de l'immeuble ce soir-là, Manon prit les mains de Sophie et Antoine. « Vous savez ce qui est le mieux dans tout ça? »« Quoi, mon cœur ?» demanda Sophie. « Que nous avons montré que quand les bonnes personnes s'entraident, des choses magiques peuvent arriver. » Antoine sourit, serrant la petite main qui tenait la sienne. « Manon, je crois que c'est peut-être la meilleure définition du succès que j'ai jamais entendue. » Et tandis qu'ils marchaient vers l'avenir qu'ils avaient construit ensemble, les 3 savaient que la vraie magie n'avait pas été la transformation de l'entreprise. La vraie magie avait été la transformation de leur cœur. Merci de nous avoir accompagnés dans cette histoire de courage, de transformation et d'espoir. Si la détermination de Manon et Sophie vous a inspiré, ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre que le changement est possible, partagez cette histoire. Aimez si nous croyons que tout le monde mérite des opportunités justes. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui célèbrent le pouvoir du courage humain et dites-nous dans les commentaires de quelle ville nous écrivez-vous et quelle a été votre partie préférée de cette histoire. Vos commentaires nous inspirent à continuer à raconter des histoires qui comptent.